Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Nous avons ces mois-ci les yeux rivés sur la crise sanitaire et c'est normal. Mais cela ne doit pas nous faire oublier d'autres risques majeurs et parmi ceux-ci, la cybercriminalité ou le cyberterrorisme prend une place de plus en plus importante et donne lieu à des développements de contre-mesures de plus en plus nombreuses. On estime en effet qu'entre 300 000 et 1 million de nouveaux programmes malveillants apparaissent en ligne chaque jour. Les virus, le phishing, les ransomware, c'est-à-dire les logiciels de rançon, le vol de données sont monnaie courante. Les coûts pour le monde des affaires peuvent être très élevés. Les cyberattaques sont un problème mondial. Et près de chez nous, par exemple, Picanol, le spécialiste des métiers à tisser, ou le fabricant français de puces électroniques X-Fab ont fait la une des journaux en tant que victimes de ces cyberattaques. Les experts s'accordent à dire que les attaques rendues publiques ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Une étude du Centre d'études stratégiques et internationales estime le coût des cyberattaques à 600 milliards de dollars, soit 0,8% du PIB mondial. Alors évidemment, la cybersécurité, c'est-à-dire les systèmes qui doivent sécuriser et protéger les ordinateurs, les serveurs, les réseaux et surtout les données stockées contre les attaques hostiles venant de l'extérieur, cela devient un enjeu majeur. Et d'autant plus important d'ailleurs que ces derniers mois, le coronavirus a encore accentué le problème puisque des milliers de salariés ont dû se connecter au réseau de leur entreprise depuis leur domicile et cela sans grande préparation. Non seulement le réseau, mais aussi la connexion présente un risque supplémentaire, tout comme l'appareil lui-même que les employés utilisent. Les défis pour les entreprises sont donc nombreux et selon une étude de marché réalisée par Gartner, les investissements dans la cybersécurité atteindront 136 milliards de dollars cette année et 160 milliards l'an prochain. Le marché de la cybersécurité est donc en plein boom, il croît de 15% par an, ce qui fait qu'il double de taille tous les 5 ans. Ce marché attire donc, et c'est normal, l'attention des investisseurs, qui ont parfois de la peine à s'y retrouver car le secteur de la cybersécurité est très fragmenté. Bien sûr, il y a eu ces derniers mois pas mal de fusions et acquisitions dans le secteur, pour 30 milliards d'ailleurs l'an dernier, mais ce processus a subi un coup d'arrêt ces derniers mois en raison bien sûr de la crise du Covid. Quelles activités ont vraiment le vent en poupe ? Il y a d'abord la sécurité des réseaux. C'est la forme la plus classique de protection contre la cybercriminalité. Cela se fait au moyen de logiciels pare-feu et aussi au moyen de matériel spécifique. Les acteurs de ce segment sont Cisco, Palo Alto Networks, Check Point et Fortinet. Mais le segment qui connaît la croissance la plus rapide est celui de la sécurité pour le cloud. Ce sont ces données et ces applications qui sont logées non pas dans votre ordinateur, mais dans d'immenses data centers. Vous faites appel au cloud, par exemple, quand vous regardez un film en streaming. Mais le cloud, c'est surtout un outil de plus en plus utilisé par les entreprises. Ces dernières années, bon nombre d'entre elles sont passées partiellement ou totalement dans le cloud. On songe, par exemple, à certaines banques. Alors tout cela crée évidemment de nouveaux défis dans le domaine et les trois principaux acteurs du cloud, Amazon, Microsoft et Alphabet Google, ont fait de la sécurité évidemment une priorité absolue et ont investi beaucoup. Un autre domaine important de la cybersécurité, c'est ce qui concerne la sécurité des terminaux, c'est-à-dire les ordinateurs portables, les tablettes, les mobiles qui se connectent au réseau. Ça consiste, pour protéger ces terminaux, à installer, par exemple, des réseaux privés virtuels ou VPN. Les entreprises spécialisées dans ce secteur s'appellent McAfee, Symantec ou Trend Micro. Autre segment, la sécurité du courrier électronique. Pas moins de 92% de tous les logiciels malveillants finissent sur les ordinateurs et les réseaux par le courrier électronique. Proofpoint est une entreprise spécialisée dans ce créneau. Et puis, il y a les services transversaux. Les entreprises cherchent une plateforme qui combine tous leurs besoins en matière de sécurité. Cela simplifie évidemment les relations avec les fournisseurs. Palo Alto Networks, Check Point et Symantec, entre autres, offrent des services de sécurité groupés.
Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais voilà un premier point sur la question. Alors si vous êtes investisseur, vous serez peut-être attiré par toutes ces entreprises. Un dernier point toutefois, les cadors du secteur sont chers, ils sont même très chers. Proofpoint, par exemple, se traite à plus de 60 fois ses bénéfices. Fortinet ou Palo Alto Network à plus de 40 fois. Il n'y a pas de miracle, ce qui est à la mode et ce qui est promis à une forte croissance est rarement bon marché et les entreprises de cybersécurité ne font pas exception. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Nous vivons dans un monde ultra connecté, dominé par Internet et les réseaux sociaux. Crouler sous les informations ne facilite pourtant pas la vie de l'investisseur. Celui-ci est confronté à une multitude de données présentées sous forme d'analyses, de conseils et de recommandations. Mais quelle est la valeur de ces avis de prévisionnistes exactement ? Vaut-il mieux s'y fier ou suivre sa propre stratégie ? Nous nous sommes intéressés au sujet après avoir lu que Marc Faber s'apprêtait à assurer une présentation en Belgique. Marc Faber est un investisseur renommé, très connu des médias financiers du monde entier. Il s'est donc adressé la semaine dernière, sur le ton extrêmement sombre qui lui est propre depuis plusieurs années, aux investisseurs belges, à qui il a prédit un atterrissage particulièrement violent des marchés boursiers internationaux. Il est certain que de telles affirmations ne peuvent qu'attirer l'attention sur leur auteur et faire les manchettes des journaux. Car qui ne s'effraierait pas à l'écoute de ces prévisions ? Qui, en prenant connaissance des craintes exprimées par un personnage aussi célèbre, n'envisagerait pas de vendre ses positions ? Nous sommes toutefois convaincus de l'inopportunité de réagir d'une manière trop affective à cette sorte d'annonce. Nous avons cherché sur Internet d'autres déclarations de Marc Faber. Tenez-vous bien, l'homme n'a rien émis d'autre ces derniers temps que de très funestes prédictions. Au début de l'année 2017, il annonçait que les actions européennes allaient surperformer les actions américaines. Qui aura suivi ses conseils à l'époque se sera retrouvé gros Jean comme devant, car c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le phénomène concerne du reste tous les économistes et analystes boursiers qui s'expriment régulièrement dans les médias. Leurs pronostics tombent presque toujours à l'eau. Mieux vaut donc éviter de se laisser influencer par les conseils, recommandations et autres projections dont ils font leur quotidien. Pour nous, émettre des prévisions est quasiment infaisable. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas consacrer trop de temps à l'exercice. Nous recommanderons surtout à l'investisseur de ne pas se laisser influencer par ses émotions. Il est de nos jours possible de constituer à moindre frais un portefeuille mondialement diversifié de trackers d'actions, d'obligations et de matières premières. Composez un portefeuille qui tienne compte de votre profil de risque et surfez sur les tendances des marchés. Informez-vous, suivez l'actualité, mais évitez de réagir trop rapidement et avec vos tripes aux annonces radicales publiées sur les réseaux sociaux et dans la presse économique et financière. Sachez que les projections extrêmement optimistes ou pessimistes se concrétisent rarement. Si vous souhaitez néanmoins pouvoir maîtriser dans une certaine mesure le risque et limiter les possibilités de baisse, tenez compte de l'évolution de la moyenne à 200 jours sur chacun des marchés considérés. Tout repli en deçà de cette moyenne peut être mis à profit pour rendre votre portefeuille légèrement plus défensif. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Penchons-nous maintenant un instant sur Elia, notre gestionnaire de réseau électrique à haute tension, qui est actif en Belgique, mais aussi à l'étranger, et plus spécialement en Allemagne, où Elia a acquis l'an dernier une société qui s'appelle 50 Hertz. Je francise le nom. Alors, Elia n'a pas très bien performé en bourse ces derniers mois. Depuis le pic du mois de mai, le cours de l'action a en effet chuté de 20%. La raison, c'est une certaine déconvenue dans le résultat du premier semestre. Au cours des 6 premiers mois de cette année, en effet, le bénéfice net a baissé de 2% pour atteindre 148,6 millions d'euros. La baisse des bénéfices en Belgique a certes été compensée par les bénéfices plus élevés de la filiale allemande d'Elia, mais les activités non réglementées, et notamment la connexion en Grande-Bretagne qui s'appelle Nimo, ont enregistré une perte inattendue de 7,2 millions d'euros, ce qui laisse le résultat du groupe légèrement en dessous des attentes des analystes. Le bénéfice net par action a chuté de 14%, c'est une conséquence logique de l'augmentation de capital de juin 2009, ce qui signifie que le bénéfice doit être réparti sur un plus grand nombre d'actions. Un point positif, cependant, les résultats ne sont pas affectés de manière significative par la crise du coronavirus. En effet, le transport de l'électricité est une activité essentielle et la marge bénéficiaire est protégée par la réglementation. Ça permet à Elia de prévoir pour cette année, par exemple, un rendement de capitaux propres entre 6,5% et 7,5%.
Avec la baisse de l'action en bourse, le rendement des bénéfices atteint un peu plus de 4% aujourd'hui et le rendement des dividendes 2%. Ce ne sont pas des chiffres spectaculaires, mais les bénéfices d'un gestionnaire de réseau à haute tension sont protégés, on l'a dit, par le cadre réglementaire et vu l'augmentation du flux d'électricité, on peut s'attendre à une augmentation aussi des bénéfices dans les années qui suivent. Car pour Elia, les perspectives restent favorables à long terme. En fait, l'activité réglementée fait en sorte que plus Elia investit, plus le groupe réalise de bénéfices. Étant donné que la transition vers une économie à faible émission de carbone nécessite des investissements importants dans les lignes à haute tension, Elia investira donc massivement dans les années à venir et donc peut prévoir des bénéfices plus importants. D'ici à 2024, le groupe compte investir en effet 2,3 milliards d'euros en Belgique et 4,2 milliards en Allemagne. La contribution de la filiale allemande aux bénéfices du groupe va donc continuer à augmenter, aussi parce que la réglementation allemande est plus généreuse à l'égard d'Elia que la réglementation belge, mais surtout en raison de ses forts et lourds investissements. Résumons. Avec ces perspectives, avec une activité qui évolue largement dans un cadre réglementé et avec un rendement de 2% sur son dividende pour un risque relativement limité, Elia s'apparente donc presque à une obligation. Et finalement, offrir 2% de rendement, ce n'est pas mal quand on sait qu'un investissement sans risque dans les obligations d'État, lui, s'accompagne souvent de rendements négatifs. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain, magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.